sais qui je suis ?» Les mots claquèrent contre le bruit du bar, juste avant que la main du marine ne s'écrase sur l'épaule de Mara et ne la pousse violemment contre le comptoir. Son dos heurta le bois, sec, propre, précis. Pas un cri, pas un réflexe de recul, juste un souffle coupé, et ce bref éclat de silence où l'instinct d'un opérateur se tend comme une corde prête à rompre. Pour lui, elle n'était qu'une femme seule dans un bar de Shoreline, perdue dans la lumière trouble du Rusted Compass. Une inconnue en civil, taille moyenne, blouson gris, cheveux sombres tirés en queue de cheval, une silhouette qu'on avale du regard, puis qu'on oublie aussitôt. Il ignorait tout. La pièce du trident laissée dans sa voiture. Les années de mission qui collaient à sa peau comme des cicatrices invisibles, la rigueur d'une vie bâtie contre la volonté d'un père devenu légende. Le bar bruissait encore. Rire lourd, voix éraillée, le claquement des billes de billard, les relents de bière chaude mêlés au sel de la côte. Mara n'avait pas touché son whisky depuis 20 minutes. Elle jouait avec le verre comme on joue avec un souvenir qu'on ne veut plus regarder en face. Une tension presque imperceptible dans ses épaules trahissait ce qu'elle préférait cacher. Elle observait tout. Absolument tout. L'entrée, les sorties, les déplacements. Son esprit ne se reposait jamais vraiment. Duke, le barman à la carrure de vieux infirmier de la Navy, lui avait servi de l'eau sans rien demander. Il l'avait reconnu, pas par son visage, mais par sa gestuelle. La précision de quelqu'un qui connaît la valeur du silence. Il respectait ça. Il respectait ceux qui venaient ici pour disparaître. Quand le marine entra, Ryan Maddox, lunettes de soleil encore sur la tête malgré la nuit, tatouage du corps jeté trop haut sur des épaules trop jeunes, l'ambiance se modifia d'un degré. Il était déjà ivre, déjà bruyant, déjà persuadé d'être le centre d'une pièce où personne ne l'avait invité. 3 camarades le suivaient, rieurs, gonflés comme des coqs autour de leur chef autoproclamé. Maddox posa un regard lubrique sur Mara, puis un sourire se dessina. Il s'approcha d'elle, comme si tout dans ce bar lui appartenait. « T'as pas l'air d'être d'ici ?» murmura-t-il d'une voix pâteuse. « T'es perdue, princesse ?» Elle leva les yeux, lentement, sans agressivité. Une simple observation, pas de réponse, pas d'espace pour lui, ça l'agaça. Il se pencha, trop près, toxique. « Je te parle. Tu pourrais au moins... » Mara prit une inspiration mesurée et porta son verre à ses lèvres. Son calme l'épuisa. Maddox s'avança d'un pas, ignorant les regards qui commençaient à glisser vers eux. « Les femmes comme toi, souffla-t-il en souriant, celles qui pensent qu'elles valent quelque chose dans l'armée, ce sont elles qui font tuer des hommes de valeur. » La phrase tomba lourdement, comme un étau se refermant. Duke, derrière le bar, releva la tête. 2 matelots près du jukebox cessèrent de rire. Une tension fine se glissa dans l'air. Mara posa son verre, elle pivota à peine, son regard accrochant le sien avec une précision clinique. « Retire. Ta main. » Il eut un rire gras, bruyant, plein d'une confiance forgée dans l'ignorance. Une femme seule, dans un bar de Marines. « Et c'est moi que tu menaces ?» Il posa délibérément sa paume sur son épaule. Elle n'attendit pas. L'entraînement se déclencha comme un réflexe nerveux. Elle attrapa son poignet, tourna son corps, utilisa son élan. En quelques secondes, Maddox se retrouva face contre le sol, le bras verrouillé, un genou dans le dos. Pas de rage, pas de cruauté, juste la maîtrise impeccable d'une professionnelle qui sait contenir une menace sans la briser. Les 3 Marines restants firent un pas, hésitant. Duke agrippa une batte de derrière le comptoir. « Touchez-la, et je vous ruine », grogna-t-il. Mara relâcha la pression, se releva, lissa machinalement son blouson. Maddox tenta de se redresser, rouge, humiliée, crachant des insultes qu'elle ignora totalement. Elle sortit alors sa carte d'identité militaire et la tendit pour qu'il la voie clairement. Commandeur, Naval Special Warfare Group 7. Son visage se décomposa. Les témoins reculèrent. Le silence s'abattit, lourd, pesant, presque sacré. La sécurité arriva quelques minutes plus tard. On recueillit des témoignages, des vidéos, tout ce qu'il fallait. Maddox fut escorté dehors, hagard, furieux, mais surtout terrifié. Mara, elle, resta encore un moment. Elle finit son verre d'eau, salua Duke d'un signe de tête et sortit dans la fraîcheur nocturne. L'air humide du Pacifique lui serra la poitrine. Dans sa voiture, les mains enfin posées sur le volant, elle sentit la crispation retomber. Ses doigts tremblaient à peine, mais sa mâchoire restait serrée. Elle inspira profondément. 1 fois,
2 fois. Ce n'était pas la violence qui l'avait secoué, c'était autre chose. Les mots, toujours les mêmes mots. Des femmes comme toi font tuer des hommes de valeur. Elle ferma les yeux. La nuit se déployait devant elle, lourde, familière. Elle démarra. Demain, les conséquences commenceraient. Et rien ne serait simple. La maison des Kincaid dominait Columbia Bay comme un observatoire de pierre tourné vers le monde militaire. Les murs portaient les portraits d'amiraux, les étagères croulaient sous les modèles réduits de navires. Et les repas ressemblaient davantage à des briefings qu'à des soirées en famille. Pour Mara, grandir là-dedans revenait à apprendre à rester droite même lorsqu'on ne comprenait pas encore le poids du regard paternel. Elle se souvenait parfaitement d'un dîner. Elle n'avait pas plus de 12 ans. Son père, l'amiral Robert Kincaid, recevait 3 officiers des forces spéciales navales. Les conversations portaient sur la cohésion des unités, les échecs en terrain montagneux, les pertes en opérations clandestines. À un moment, l'un des invités évoqua les discussions fédérales autour d'une possible intégration des femmes dans certaines fonctions avancées. L'amiral eut un sourire poli. « Les femmes ont leur rôle, dit-il, mais pas dans les équipes de combat, pas dans les unités qui portent le fardeau du premier contact. Ce n'est pas une question de capacité individuelle, c'est une question de structure. » Mara, silencieuse, écoutait en découpant son poulet en cubes parfaits. Elle n'avait pas encore compris le sens profond de ces mots, mais elle en ressentait déjà les contours coupants. L'un des officiers remarqua sa présence. « Tu veux servir un jour, Kid ?» Elle hocha timidement la tête. « Alors écoute ton père. Il sait de quoi il parle. » Cette phrase s'imprima dans sa mémoire comme une tache de vin sur une nappe blanche. À 16 ans, la fissure entre elle et l'autorité paternelle devint béante. Elle comprenait enfin que ce qu'on lui présentait comme une vérité stratégique n'était qu'une limite imposée par une génération persuadée de préserver l'efficacité. Elle décida qu'elle ne se laisserait jamais définir par une doctrine écrite avant même sa naissance. Les discussions avec son père devinrent des joutes silencieuses. Elle posait des questions, il répondait par des principes, puis elle arrêtait de parler avant que la colère ne prenne le dessus. Le jour de ses 18 ans, elle s'engagea dans la Navy. Elle ne le fit pas par défi, ni pour provoquer son père, même si beaucoup le pensaient. Elle le fit parce que la mer lui semblait être le seul endroit où elle pourrait respirer autrement que sous le poids de ses origines. Les premières années furent dures, mais libératrices. Spécialiste du renseignement, elle apprit la précision froide des analyses, les heures interminables à décrypter des schémas d'attaque, les nuits blanches à reconstituer des réseaux insurgés. Elle se révéla appliquée, méthodique, parfois trop. Ses supérieurs la considéraient sérieuse, efficace, mais jamais dangereuse, une qualité que l'on réserve trop souvent aux hommes. À 23 ans, elle fut acceptée dans le programme Seaman to Admiral. Ce fut la première fois que son père la regarda sans comprendre comment elle avait fait pour atteindre ce niveau. Elle obtint son diplôme, devint enseigne, et pour un bref instant, l'amiral sembla fier. Mais la fierté céda rapidement à cette raideur classique chez les hommes qui ont bâti leur vie dans le cadre militaire. « Tu progresses bien ?» disait-il. « Mais il faut rester réaliste, certains postes n'existeront jamais pour toi. » Quand le département de la Défense leva l'interdiction du combat pour les femmes en 2013, Mara sentit quelque chose se décoller en elle. Une ouverture, mince comme une fissure dans un mur trop solide. Elle s'inscrivit au programme de sélection AQS sans en parler à personne. Le soir où elle valida les épreuves physiques, elle appela son père. « Je commence la formation. » Le silence dura quelques secondes. « Tu sais ce que je pense de tout ça ?» répondit-il. « Mais bonne chance. » Puis il raccrocha. La sélection fut un gouffre. Hellweek surtout. Ce moment où le corps supplie d'abandonner, où la mer devient un juge brutal, glaçant. Elle se souvient de la boue, du froid, des ordres hurlés, de ses mains tremblantes refusant néanmoins de lâcher le bateau pneumatique qu'elle portait à bout de bras. Elle se souvient du moment où un instructeur, d'une voix presque tendre, lui murmura « Personne ne t'en voudra si tu arrêtes maintenant ». Cela décupla sa résolution. La phase plongée la brisa 2 fois, hypothermie puis luxation, mais elle persista. La phase terrestre faillit la détruire, elle resta. Et en 2021, elle reçut enfin le trident. Son père ne vint pas. Une lettre à la place, félicitations. Ce n'est qu'un début. 2 phrases, froides et droites comme une lame.
Elle déploya ensuite en Afghanistan. Les missions devinrent sa vérité. Action directe, exfiltration, protection sous le feu. Dans la Farad province, elle tint une position pendant 40 minutes, blessée, couvrant l'extraction d'un pilote. Sa Bronze Star fut reçue non avec fierté, mais avec la sensation étrange que chaque reconnaissance lui coûtait un morceau d'elle-même. Au fil des années, elle gagna le respect de la plupart de ses pairs, mais jamais complètement. On l'examinait toujours un peu plus. On évaluait chaque ordre. Chaque décision avait la lourdeur d'un test. À 34 ans, elle devint commandeur, puis officier des opérations du Groupe 7, une femme aux commandes de plusieurs équipes SEAL. Rien que cette phrase suffisait à hérisser certains. Mais le pire n'était pas l'armée. Le pire, c'était le silence que son père maintenait, long et opaque, leur seul lien réduit à des échanges formels. Puis, il y eut l'AVC, un rappel brutal de la fragilité de tout ce qu'elle croyait immuable. Elle ne l'appela pas. Il ne l'appela pas. Deux mondes parallèles, coupés par un héritage impossible à porter. Ce soir-là, dans sa voiture après l'incident du bar, ce n'était pas Maddox qui la rongeait. C'était ces années entières où elle avait dû exister contre l'ombre du patriarche Kincaid. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'une partie d'elle voulait cesser de fuir. Ryan Maddox n'était pas né mauvais. Il était né dans une ville de Géorgie où la chaleur écrasait les rues et où l'on apprenait très tôt que la force était une langue qu'on parlait naturellement ou qu'on subissait. Son père, contremaître dans une usine métallurgique, ne criait pas souvent, mais quand il le faisait, toute la maison tremblait. Ryan comprit vite que les hommes ne pliaient jamais et que les femmes, elles, restaient à leur place. Ce n'était pas dit avec mépris, c'était prononcé comme un fait immuable, un pilier autour duquel on construisait son identité. À l'école, il n'était pas brillant, mais il était solide. Premier dans chaque exercice physique, dernier à abandonner lors des courses sous la pluie. Cette endurance lui valut une certaine forme de respect, celui qu'on obtient non par admiration, mais par nécessité. Il devint le garçon qu'on sollicitait pour intimider les autres, celui qui réglait les disputes à coups d'épaule. La reconnaissance qu'il n'obtenait jamais à la maison, il la gagnait en provoquant un pas en arrière chez les autres. Quand il s'engagea dans les Marines à 18 ans, il eut l'impression de rentrer chez lui. Ce monde résonnait avec les règles qu'il connaissait. Loyauté, endurance, hiérarchie simple, brutalité assumée comme outil de cohésion. Il découvrit aussi, très vite, les angles morts de cette culture. Dans les dortoirs, la présence féminine était un sujet de dérision systématique. On parlait d'elle comme de distraction, de complication, parfois même comme de menace pour l'efficacité du groupe. Maddox adopta ces discours sans réfléchir. Il validait ce qu'il avait toujours entendu. Son unité, une compagnie d'infanterie mécanisée, entretenait une fraternité brute, bruyante, parfois bête. On y apprenait que l'humour le plus lourd était le ciment du groupe, que les nuits de beuverie valaient plus que tous les séminaires sur la discipline. Les femmes officiers, rarement vues, les femmes sous-officiers, souvent mal acceptées, les opératrices des forces spéciales, un mythe ou pire, une blague. Un soir, dans le dortoir, alors qu'il regardait un reportage sur l'intégration des femmes dans les écoles de sélection avancée, l'un des sergents ricana. « Je te parie mon mois de solde que ça finira en fiasco. Tu crois qu'elles peuvent porter un gus de 80 kilos sur 2 kilomètres ?» lança un autre. « Pas sans s'écrouler ou pleurer ?» répondit Maddox, déclenchant les rires. Il ne connaissait aucune opératrice. Il n'avait jamais servi avec l'une d'elles. Leur existence se limitait pour lui à des articles partagés sur Internet et moqués en salle de musculation. Et pourtant, il parlait comme s'il savait tout, comme s'il maîtrisait un domaine qu'il n'avait jamais approché. Avant son unique mission à Okinawa, une rotation relativement calme, sans tir, sans opération de nuit, il se persuada qu'il était prêt pour tout. Il cultivait cette assurance que beaucoup de jeunes Marines portent comme une armure trop grande pour eux. Il ne comprenait pas encore la différence entre le courage et la témérité, entre la confiance et l'ignorance. Plus tard, certains dans son unité diraient que Maddox n'était pas un mauvais type. Seulement un homme façonné par un environnement où l'introspection n'était pas une qualité valorisée. Un homme qui croyait qu'avouer une faiblesse revenait à offrir une prise à la honte. Un homme qui n'avait jamais eu à remettre en question ce qu'il pensait être vrai. Pourtant, sous la surface, Maddox avait des fissures, une peur lancinante de ne pas être assez.
une obsession de prouver sa valeur, un besoin d'exister aux yeux des autres, surtout quand ils étaient plus forts, plus haut gradés, plus sûrs d'eux. Il masquait cela derrière des blagues lourdes, des défis imbéciles, des excès d'assurance. La montée en tension dans le bar ce soir-là n'était pas un accident, elle était l'aboutissement de toutes ces années à n'avoir jamais été contredit, à n'avoir jamais rencontré quelqu'un capable de briser cette façade d'un geste sec, sans violence, sans haine, juste avec la précision d'une professionnelle. Et lorsqu'il réalisa qui était la femme qui l'avait provoqué, quelque chose d'inédit traversa son regard. Non pas la peur d'une sanction, mais une étincelle de doute, le premier depuis longtemps. La sensation déroutante que tout ce qu'il croyait savoir venait de vaciller. Une remise en question encore trop petite pour être visible, mais assez profonde pour le suivre jusqu'au matin où son commandant de compagnie l'informerait que le NAIS ouvrait un dossier sur lui. Il comprit alors qu'il avait franchi une ligne qu'il ne savait même pas exister, et que, pour la première fois de sa vie, il ne contrôlait absolument rien. Le lundi matin, quand Weinhard vibrait du rythme mécanique des unités en formation. Mais, dans le bâtiment administratif du bataillon de Maddox, l'atmosphère était lourde, presque électrique. 2 agents du Naval Armed Investigative Service traversèrent à cœur le couloir sans un mot, dossier à la main. Leur pas résonnait comme une sentence approchante. Dans une salle close, lieutenant-colonel Avery Holt lisait le rapport préliminaire. Caméra du bar, témoignages concordants, identification formelle de l'officier agressé. Commandait Mara Kincaid. Il inspira profondément. Ce n'était pas seulement une altercation, c'était un incident interarmé impliquant une figure respectée de la communauté des opérations spéciales. Holt appela immédiatement Captain Mason Trent, commandant de compagnie, ainsi que le Gunnery Sergeant Beckett. Le trio se rassembla autour de la table, feuilletant les pages avec une précision glaciale. « Il a vraiment choisi la mauvaise personne », souffla Trent, crispé. « Pas seulement comme victime », répondit Holt, « comme symbole. » Beckett resta silencieux. Il avait servi longtemps. Il savait reconnaître l'ampleur d'une erreur avant même de lire les conclusions. Les agents du NES entrèrent. Ils exposèrent calmement les faits. Maddox avait initié le contact, avait poussé un officier, l'avait insulté et avait persisté malgré les avertissements. Les vidéos confirmaient tout. Les témoins étaient fiables. Mara avait coopéré avec un calme presque déroutant, donnant un récit parfaitement aligné sur les images. Holt se frotta le visage. Les options étaient claires. « Cour martiale », dit-il à voix basse. « Article 128 pour agression, conduite indigne. » On peut aussi envisager une NJP, proposa Trent, si Commander Kincaid accepte. Un silence tendu suivit. Sur le plan de la discipline, Maddox méritait la voie judiciaire la plus dure. Sur le plan humain, c'était un jeune marine sans antécédents graves, sans historique de violence, un idiot, oui, un danger, pas encore. Holt hocha la tête. Contactez-la. Je veux entendre sa position. Le message fut envoyé, la réponse arriva plus vite que prévu. Mara ne dramatisa rien, ne demanda rien pour elle-même. Elle se contenta d'un constat professionnel. Il y avait agression, violation de protocole, manque de respect envers un officier. C'était grave. Mais elle ajouta quelque chose qui n'apparaissait pas dans la majorité des cas similaires. Elle recommanda que, si les Marines choisissaient une sanction non judiciaire, ils y intègrent un programme de formation corrective intensif. Pas un séminaire, pas une simple note administrative, un véritable parcours de remise à niveau culturel et opérationnel. Holt lut le message 2 fois. « Elle aurait pu l'écraser », dit-il. Elle choisit de le corriger. « Ça dit quelque chose », murmura Beckett. Quelques heures plus tard, Maddox fut convoqué. Il traversa le couloir comme un homme marchant vers son propre verdict. Ses camarades l'avaient vu partir sans oser lui demander quoi que ce soit. Le bruit avait déjà couru. C'est Kincaid, l'officier Seal. Dans la salle de conférence, Holt, Trent et Beckett l'attendaient. « Asseyez-vous, Maddox », dit Holt d'une voix terne. « Nous allons passer en revue les faits. » Le jeune marine serra les dents, dos droit comme un piquet, le visage figé par une peur trop fraîche pour être dissimulée. On lui expliqua chaque point du rapport, sans hurlement, sans humiliation, juste la froideur méthodique des procédures militaires. « Vous risquez une cour martiale », conclut Holt.
Mais Commander Kincaid nous a informé qu'elle soutiendrait une sanction non judiciaire, à condition qu'elle comprenne un volet de formation obligatoire. Maddox cligna des yeux, surpris. Elle a dit ça ? Elle aurait pu demander votre renvoi, répondit Tran. Elle ne l'a pas fait. Un avocat militaire lui expliqua rapidement ses droits. Refuser la NJP signifiait prendre le risque d'un jugement complet, d'une fuite en prison, d'un renvoi déshonorant. L'acceptation lui donnait une chance, petite mais réelle. Maddox accepta. Sa voix tremblait à peine. Holt prononça la sanction, rétrogradation à l'anse corporale, perte de solde, services supplémentaires, restrictions à la base. Puis arriva la partie la plus inattendue. Vous suivrez également 2 semaines d'entraînement interarmé intensif. Vous y serez exposé à des instructeurs de divers corps, y compris des femmes opératrices. Vous assisterez à des modules éducatifs obligatoires. Votre présence sera surveillée. Votre performance évaluée. Un rouge profond monta sur les joues de Maddox, la honte brutale, implacable. Lorsque la séance fut levée, il resta assis quelques secondes, incapable de bouger. Beckett posa une main lourde sur son épaule. « Vous avez fait une connerie monumentale, mais vous avez un chemin pour en sortir. Le prendre ou non, ça vous regarde. » En quittant la salle, Maddox croisa son propre reflet dans la vitre du couloir. Il ne s'y reconnut pas. Il avait toujours cru être solide, sûr, respecté. À cet instant, il se vit tel qu'il était. Un jeune homme qui répétait des certitudes qu'il n'avait jamais questionnées. Et pour la première fois, lui aussi sentit une fissure. Pas encore de changement, juste une faille. Mais parfois, une faille suffit pour laisser la lumière entrer. Les 2 semaines qui attendaient, Maddox commencèrent bien avant le premier réveil à 04h30. Elles commencèrent, dans le silence pesant du bus militaire qui l'emmenait, lui et une douzaine d'autres participants, vers le centre d'entraînement interarmé de Redwater Ridge. La plupart ne parlaient molly pas. Certains venaient de l'armée de terre, d'autres de l'Air Force. Tous avaient commis une faute, tous venaient chercher une rédemption imposée. Maddox, lui, fixait son reflet dans la vitre, l'air plus jeune qu'il ne l'aurait voulu. À leur arrivée, 3 instructeurs les attendaient, 2 hommes, une femme. La femme attira son attention immédiatement. Grande, musclée, peau sombre, expression neutre. Sur son uniforme, SSG Tessa Ward, Army Ranger. Une femme qui avait atteint un sommet que même beaucoup d'hommes n'osaient pas viser. Elle leur parla d'une voix posée, presque douce, mais chaque mot semblait forgé dans du métal brut. « Ici, dit-elle, personne ne vous doit du respect, vous le gagnez, ou vous restez au sol. » La première journée fut un écrasement systématique des égos. Course en charge sur 3 kilomètres, suivi d'exercices de portage. Maddox avait l'habitude d'exceller physiquement, mais il découvrit rapidement la hiérarchie nouvelle. SSG Ward terminait chaque boucle avant tout le monde. Et lorsqu'il la vit soulever un camarade plus massif que lui, lors d'un exercice d'extraction, il sentit un nœud étrange se former dans son ventre. Au 2e jour, ils furent assignés à des ateliers tactiques. Observation, réaction rapide, déplacement en binôme. L'instructrice Air Force, lieutenant Morales, spécialiste en combat rapproché, gérait cette phase. Petite, sèche, rapide comme un éclair. Elle corrigea Maddox 3 fois en 5 minutes, sans un mot de mépris. « Tu regardes tes pieds, lance corporale. Tes yeux vivent dans la menace, pas dans la terre. » Il hocha la tête, trop surpris pour répondre. La formation théorique intervint l'après-midi. Ils rencontrèrent des femmes décorées, venues raconter des épisodes réels. Une pilote ayant évacué 6 blessés sous le feu, une opératrice de maintenance qui avait sauvé une équipe entière en réparant un blindé en pleine embuscade, une sous-officière des Marines revenue d'un déploiement long, la voix cassée mais solide. Maddox observait, écoutait, absorbait. Au début, il tentait de conserver une posture fermée, mais elle se fissurait, subtilité après subtilité. Chaque témoignage contredisait un préjugé qu'il avait cru immuable. Chaque récit lui renvoyait un miroir qu'il n'aimait pas regarder. Le 3e jour fut celui où il craqua pour la première fois, pas physiquement, mentalement. Lors d'un parcours d'obstacles nocturnes, il perdit l'équilibre en franchissant une poutre et tomba lourdement dans la boue. Quand Ward se pencha au-dessus de lui, il s'attendait à une pique, à une moquerie, à quelque chose de tranchant. Elle dit simplement « Lève-toi. Tu n'es pas en train de mourir. Continue. Sans jugement, sans excès.
Juste un ordre propre, droit, presque bienveillant dans sa brutalité. Il se releva. Quelque chose avait bougé en lui. Les jours suivants consolidèrent donc cette brèche. Ils travaillèrent sur des scénarios de communication interarmée. Morales fit jouer un exercice où Maddox devait suivre les ordres d'une sergente de l'Air Force. Il sentit d'abord le poids de son orgueil lui brûler la nuque. Puis, il réalisa que ses instructions étaient meilleures, plus précises, plus propres que ce qu'il aurait donné lui-même. Il exécuta. Et l'exercice réussit. Le 7e jour, on leur donna du temps pour consulter des études, des rapports, des analyses sur la performance des équipes mixtes. Maddox parcourut les dossiers mécaniquement, puis s'arrêta sur une ligne. Les préjugés culturels persistent davantage chez ceux qui n'ont jamais travaillé avec des femmes en situation critique. C'était lui. Cette phrase le visait comme une flèche. Le 8e soir, ils reçurent la visite d'une femme décorée de la Silver Star. Elle avait tenu une position isolée pendant presque 2 heures, seule avec 2 blessés. Sa voix ne tremblait pas. Maddox sentit quelque chose lui serrer la poitrine. Il pensa soudain à la manière dont il parlait, quelques mois plus tôt, dans les dortoirs, en se vantant de connaître la vérité sur la valeur des femmes au combat. La seconde semaine fut plus pragmatique. Atelier de cohésion, planification de petits scénarios tactiques, travail en équipe mixte. Maddox fut souvent placé sous l'autorité d'instructrice, non par punition, mais par pédagogie. Il apprit à suivre, à écouter, à ajuster ses attentes. Certains jours furent humiliants, d'autres étrangement libérateurs. À la fin du 13e jour, Ward le rattrapa alors qu'il quittait le terrain. « Tu changes » dit-elle sans détour. « Pas vite, pas parfaitement, mais tu changes. » Il baissa les yeux. « Je crois que je ne savais rien. » La plupart du temps, dit-elle, ceux qui parlent le plus savent le moins. L'important, c'est ce que tu fais maintenant. Le 14e jour, épuisé mais lucide, Maddox reçut sa dernière instruction, préparer une présentation destinée à sa compagnie, non un mea culpa, non une humiliation publique, une analyse, un exposé, une réflexion. Il resta dans le dortoir tard cette nuit-là, un carnet ouvert sur les genoux. Chaque mot qu'il écrivait lui paraissait à la fois lourd et fragile. Pour la première fois, il écrivait non pour se défendre, mais pour comprendre. Et au centre de tout ce qu'il tentait de formuler, un nom revenait sans cesse, commander Mara Kincaid. La salle de briefing sentait le plastique neuf et le café tiède. Les murs nus, la lumière blanche, les chaises alignées avec une précision presque militaire. Rien n'invitait au confort. C'était l'endroit idéal pour briser les illusions. Maddox attendait, assis droit, les mains jointes, essayant de masquer la nervosité qui lui rongeait la cage thoracique. La porte s'ouvrit sans bruit. Commandée Mara Kincaid entra, en uniforme, silhouette calme et compacte, son regard vert d'une netteté presque inconfortable. Pas de colère, pas de mépris, simplement une autorité tranquille, forgée par des années à prendre des décisions qui pesaient lourd sur les épaules. « Lance corporale, Maddox », dit-elle en s'asseyant en face de lui. « On va parler. 6 heures, réparties en 2 sessions. Je veux que ce soit utile, pas une punition supplémentaire. »« Oui, madame, » répondit-il, la voix tendue. Elle le détailla une seconde. « Tu peux me regarder, Maddox, je ne te mange pas. » Il leva les yeux. Elle le regarda sans animosité, juste avec la lucidité de ceux qui ont déjà vu 1000 fois ce genre d'homme, ce genre de certitude, ce genre de chute. « On va commencer simple, dit-elle. Qu'est-ce que tu crois savoir sur le travail des cils ?» Il inspira, hésita, puis parla. Pas de fanfaronnade, pas de mensonge. Que c'est difficile, que vous êtes les meilleurs, que c'est intense, extrême, et que j'ai toujours pensé que c'était pas un endroit pour... La fin se coinça dans sa gorge. Mara inclina légèrement la tête. Pour des femmes, il rougit. Oui, madame. Elle ne sourit pas. Bien. Tu le dis honnêtement, c'est déjà un progrès. Elle déposa un dossier sur la table. À l'intérieur, photos de terrain poussiéreux, schéma d'extraction, rapport d'intervention. Ça, c'est la réalité. Rien de ce que tu vois dans les films. Pas de héros solitaires, pas de muscles huilés. Le travail, c'est ça. Planification, cohésion, discipline. Et parfois, survivre assez longtemps pour ramener les autres à la maison. Elle tourna une page montrant une zone montagneuse. Farad Province, 2022. On tenait une position sous un feu continu. Si tu veux savoir si j'avais peur, elle marqua une pause. Évidemment. Mais la peur n'empêche pas d'agir.
La peur appartient au métier. Maddox l'écoutait, absorbé. Pour la première fois, il voyait derrière l'insigne, derrière le mythe. « Tu veux savoir le plus drôle ?» dit-elle. « Quand j'ai obtenu mon trident, on m'a félicité, puis on m'a dit que ce n'était qu'un début, que je devrais prouver chaque jour que ma place ici était légitime. » Elle posa 2 doigts sur la table. Aucun homme n'entend ça à sa remise de badge, pas un seul. Maddox sentit quelque chose se serrer en lui. Je ne savais pas. Je sais, répondit-elle, et c'est bien le problème. Elle se pencha légèrement. Une unité, Maddox, c'est un organisme fragile. Quand on intègre quelqu'un de différent, femme, minorité, peu importe, les gens projettent Duke leur peur. Ça crée des tensions. Mais ce n'est pas un argument contre l'intégration. C'est un argument pour une culture plus mature. Il hocha lentement la tête. Et si quelqu'un n'est pas assez bon, alors il échoue, comme n'importe quel autre. Elle appuya son regard sur lui. Le standard ne change jamais. Ce qui change, c'est qui peut essayer. Le silence dura un moment. « Pourquoi vous n'avez pas demandé la cour martiale ?» finit-il par murmurer. « Vous auriez pu me briser. »« Parce que casser les gens ne les rend pas meilleurs, » dit-elle simplement. « L'armée n'a pas besoin de soldats détruits. Elle a besoin de soldats qui apprennent. » Elle le fixa encore un instant, puis ajouta « Et surtout, tu es jeune, tu penses savoir. Tu répètes des choses qu'on t'a servies comme des vérités. Mais tu n'es pas irrécupérable. » La 2e session eut lieu le lendemain. Ils parlèrent des opérations, préparation, responsabilité, solitude, des hommes qu'elle avait perdus, de ceux qu'elle avait sauvés, de ses échecs aussi, ceux qu'elle ne pouvait partager qu'entre murs militaires. À un moment, elle dit « Tu sais ce qui pèse le plus ? Ce n'est pas la mission, c'est le regard des autres, leur attente que tu échoues, leur conviction silencieuse que tu n'es qu'un symbole politique, et malgré ça, il faut avancer. Pas pour prouver qu'ils ont tort, pour accomplir le travail. » Maddox sentit une brûlure dans la gorge. « J'ai été un idiot. »« Oui, » répondit-elle, « mais ce n'est pas irrémédiable. » Elle rangea ses dossiers. « La formation se termine demain. Ensuite, ce sera ta présentation, faisant quelque chose de vrai. Pas une excuse, pas un texte appris, quelque chose qui montre que tu as compris. » Il acquiesça, la respiration courte. « Dernière chose, Maddox, » dit-elle en se levant. Il releva les yeux. Le respect ne se gagne pas par la force, il se gagne par la discipline et par la capacité d'écouter ceux qu'on croyait comprendre. Elle sortit. Maddox resta seul dans la salle vide, les mains posées sur la table. Pour la première fois de sa vie, il ne voulait plus être le plus bruyant, il voulait être meilleur. Le dernier jour de la formation, l'auditorium du bataillon était rempli. 200 Marines assis en uniforme, rang après rang, attendant que commence ce qui, officiellement, devait être une simple restitution. Officieusement, tout le monde savait, c'était le moment où l'on verrait si Maddox avait réellement changé ou s'il allait réciter 3 phrases apprises par cœur pour sauver la face. Dans les coulisses improvisées derrière le rideau, Maddox respirait trop vite. Ses mains tremblèrent presque, un détail qu'il chassait en serrant fort son dossier. Il avait passé la nuit à écrire, raturer, recommencer, incapable de trouver la ligne juste. Non pas celle qui plairait aux officiers, mais celle qui reflèterait ce qu'il avait enfin compris. Gunnery Sergeant Beckett s'approcha. « Respire, gamin. Tu vas pas au peloton d'exécution. J'ai peur de dire, pas ce qu'il faut, mais tu dois dire ce qui est vrai. Le reste viendra. » La lumière changea dans la salle. Captain Tren monta sur scène, annonça la fin de la formation corrective, puis appela « Lance corporal Ryan Maddox ». Un murmure parcourut les rangées. Maddox monta. Chaque pas résonnait dans sa poitrine comme un tambour. Une fois derrière le pupitre, il vit la mer de visages, certains curieux, d'autres sceptiques, quelques-uns hostiles. Il attrapa le micro. Ses premières paroles furent presque trop faibles. « Je vais être honnête. Je n'ai pas envie de vous faire un discours. » Les sourcils se haussèrent. Il continua. « Quand je suis arrivé à cette formation, je pensais que j'allais juste tenir bon. Faire ce qu'on me demandait, pointer, sortir, oublier. Mais j'ai réalisé quelque chose. Ce n'est pas le monde qui me testait. C'était moi. » Il marqua une pause, les mains enfin immobiles. « J'ai grandi en croyant que la force suffisait, que l'autorité allait de soi, que les femmes, dans les unités de combat, étaient un risque. Pas parce que j'avais des preuves, parce que c'est ce qu'on me disait.
ce que j'entendais dans les dortoirs, dans les discussions, dans les blagues. Il leva lentement le regard. J'ai cru savoir, mais je n'avais jamais vu, pas une seule fois. Un silence lourd s'installa. Il respira profondément. Durant ces 2 semaines, j'ai été dépassé par des femmes qui couraient plus vite que moi, qui portaient plus lourd, qui tiraient plus juste. Pas une fois, tous les jours. Et aucune d'elles ne m'a humilié. Elles m'ont appris, quelques têtes bougèrent dans le public. J'ai rencontré des vétéranes décorées, j'ai lu des rapports sur des opératrices qui ont tenu des positions sous le feu alors que je n'ai jamais encore mis un pied dans une vraie zone de combat. J'ai suivi les ordres de sergentes qui maîtrisent leur domaine mieux que je ne maîtriserai peut-être jamais rien. Il inspira encore. Et j'ai parlé avec commandeur Mara Kincaid. Un frémissement parcourut la salle à ce nom. Elle aurait pu détruire ma carrière. Elle ne l'a pas fait. Elle m'a donné une leçon que je n'oublierai jamais. Pas sur les femmes, sur le leadership. Il posa sa main sur le pupitre, ancré. J'ai compris que le respect n'est pas une conséquence de la force, mais de la discipline, de l'écoute, et du courage d'admettre quand on a tort. Un souffle traversa l'auditorium, presque audible. Je ne suis pas ici pour vous convaincre que j'ai changé. Je suis ici pour vous dire que je veux changer, et que je vais travailler chaque jour pour ne plus reproduire les erreurs qui m'ont amené ici. Il termina simplement « Merci ». Il recula du pupitre, puis une chose inattendue se produisit. Le silence ne fut pas hostile, pas froid. Ce fut un silence réfléchi, lourd mais respectueux. 1 seconde, 2, 3. Captain Tran fit un signe bref. « Merci », lance corporal Maddox, dismissed. Dans le couloir, après la présentation, Maddox sentit ses jambes faiblir un instant. Beckett arriva, bras croisés, expression dure. « C'était pas parfait », dit-il. Le cœur de Maddox se serra. Mais c'était vrai. Le sergent ajouta, plus bas, et c'est rare. Il allait partir quand une silhouette s'arrêta au fond du couloir. Commandeur Kincaid. Pas en uniforme de cérémonie, pas dans une posture d'autorité, juste là, immobile, observant. Le regard qu'elle posa sur Maddox ne contenait ni excuse ni victoire, juste une reconnaissance silencieuse. Il avait écouté. Elle hocha la tête, une fois. Puis elle disparut dans l'ombre du couloir, comme si elle n'avait jamais été là. Pour Maddox, ce simple signe valait plus que n'importe quelle médaille. Le soir même de la présentation de Maddox, Mara resta longtemps assise dans sa voiture, garée face à la mer, moteur éteint. Le ciel se délitait en nuances de violet et d'or, la lumière glissant comme un souffle sur l'eau. Elle fixait l'écran de son téléphone, où le nom Robert Kincaid semblait peser plus lourd que d'habitude. Elle avait déjà écrit son message, de simples mots, sobres, presque maladroits. « Tikujm, j'ai dû gérer quelque chose cette semaine. Je crois que tu l'aurais traité autrement. Si tu as du temps, j'aimerais en parler. » Elle hésita encore, puis appuya sur « Envoyer ». 3 minutes plus tard, l'écran s'illumina. Appel entrant, Robert Kincaid, sa gorge se serra. « Mara ?» dit-il, sa voix légèrement voilée, comme fatiguée par les mois de convalescence. « Oui, je suis là. » Un silence, pas froid, juste chargé. « J'ai entendu parler de l'incident, » dit-il enfin. « Les réseaux vont vite, surtout quand un SEAL est impliqué. »« Je me doute, » répondit-elle. Il inspira profondément. « Tu as fait ce qu'il fallait. » Elle cligna des yeux, surprise. « Tu n'as pas toutes les informations. »« J'ai assez d'amis qui les ont, » dit-il, « et j'ai lu ce que ton rapport indiquait. » Une brève pause. « Ta décision de ne pas le détruire, d'opter pour une correction plutôt qu'une sanction totale, c'était juste. » Elle sentit sa poitrine se détendre, imperceptiblement. « Je voulais éviter qu'un gamin se fasse broyer pour une erreur, » dit-elle, même si elle était grave. « Et c'est pour ça que tu es une meilleure leader que beaucoup de ceux qui t'entourent, » répondit-il. Elle resta figée, le cœur battant plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Son père n'avait jamais prononcé une phrase de ce genre. Il y avait une douceur maladroite dans sa voix, quelque chose de fragile, presque inconnu. « Papa, écoute-moi, » coupa-t-il doucement. « Je dois te dire quelque chose que j'aurais dû dire depuis longtemps. » Elle sentit son souffle suspendu, comme si la voiture s'était mise à flotter. Pendant des années, j'ai répété que les femmes n'avaient ni pas leur place dans les forces spéciales. J'y croyais, pas par mépris, mais parce que j'étais formé à un modèle,
à une époque où la cohésion se construisait par la ressemblance, pas par la diversité. Il marqua un silence avant d'ajouter « J'ai défendu cette idée trop longtemps, et j'ai été aveugle à la manière dont ça t'a blessée. » Un frisson la traversa. Elle n'avait jamais entendu ces mots, pas même lorsqu'elle avait obtenu son trident, pas même après ses déploiements. « Je pensais protéger une structure, continua-t-il. Je ne me rendais pas compte que je détruisais quelque chose chez toi. Je le regrette profondément. » Elle posa sa main sur le volant, les doigts crispés. « Je n'attendais pas des excuses, dit-elle d'une voix rauque. Peut-être pas. Mais tu les mérites. » Elle ferma les yeux. « Pourquoi maintenant ? » « Parce que j'ai vu ce que tu es devenu, répondit-il sans hésiter, et parce que, après l'AVC, j'ai eu du temps. Trop de temps, le genre de temps où le silence se transforme en miroir. Il se racla la gorge. J'étais convaincu que les femmes dans les unités spéciales affaibliraient la cohésion. Mais toi, tu l'as renforcée. Tu as pris un incident qui aurait pu fracturer 2 branches de nos forces, et tu en as fait un exemple. Une pause, lourde. Tu as prouvé que j'avais tort. Pas tactiquement, humainement. Elle sentit les larmes monter avant même de comprendre ce qui lui arrivait. « Papa, je suis fier de toi, » dit-il d'une voix basse, presque cassée. « Fier de ce que tu accomplis, fier de la manière dont tu l'accomplis, et fier que tu n'aies jamais abandonné, même quand j'aurais dû être celui qui te soutenait. » La phrase la brisa doucement, proprement, comme si une chaîne trop lourde se détachait enfin de ses épaules. Elle inspira, tremblante, maîtrisant sa voix. « Merci. »« Ce n'est pas un merci que je voulais, » dit-il doucement. « C'est juste que tu saches. » Ils parlèrent encore longtemps. Pas de doctrine, pas de statistiques, pas de débat. Seulement l'essentiel, la fatigue, les années perdues, les attentes trop lourdes, la colère jamais exprimée, puis cette étrange tendresse en construction, encore maladroite mais réelle. Avant de raccrocher, il dit « J'aimerais qu'on se voie bientôt. » Moi aussi. Elle resta dans la voiture longtemps après la fin de l'appel, les yeux fixés sur les derniers reflets du soleil qui disparaissaient derrière l'horizon. Elle n'avait pas réglé le passé, mais elle avait déverrouillé quelque chose. Une porte restait fermée trop longtemps. Elle essuya ses joues, démarra, et se laissa porter par la route éclairée par les phares. Pour la première fois depuis des années, elle ne rentrait pas seule. Les semaines suivantes ressemblaient à un paysage qui se reconstruit après un orage. Rien n'était totalement différent, mais rien n'était tout à fait pareil. Maddox reprit son service au bataillon, cette fois sans la posture rigide de ceux qui cherchent à impressionner. Il travaillait en silence, observait plus, parlait moins. Certains camarades se moquaient de son stage de rééducation, mais il n'entrait plus dans ces joutes-là. Beckett, lui, le surveillait de loin, avec une fierté tacite qu'il n'aurait jamais exprimée. Un soir, après une longue journée de nettoyage d'armurerie, Maddox franchit seul le seuil du centre administratif. Dans le hall, une affiche annonçait l'ouverture prochaine des candidatures pour l'école d'officiers. Il resta planté devant, ses doigts glissant machinalement sur les bords du papier. Il n'avait jamais envisagé ce chemin. Trop ambitieux, trop exigeant, trop loin de l'image qu'il avait de lui-même. Mais maintenant, il sentait un appel. Pas pour prouver quelque chose, pour devenir quelqu'un de meilleur. Il retira une fiche de candidature. Le simple bruit du papier arraché résonna comme une promesse. De son côté, Mara avait repris son rythme d'officier du groupe 7, mais une fissure nouvelle s'était ouverte dans son quotidien. Pas une fragilité, une possibilité. Elle passait plus de temps à observer ses équipes, non seulement en termes de performance, mais de culture, attentivement, comme si elle cherchait à identifier ce qui pouvait être amélioré avant de se briser. Elle repensait souvent à Maddox, non par attachement, mais parce qu'il représentait un cas d'étude vivant, un point de bascule, la preuve qu'un seul moment, bien géré, pouvait faire évoluer une mentalité enracinée. Elle commença à formaliser cette idée. Des notes griffonnées dans un carnet, encadrement, correction, dialogue, temps, exposition réelle. Elle imaginait déjà un programme interne plus large, quelque chose qui pourrait transformer la culture militaire comme une pression lente mais constante. Un soir, elle se rendit chez son père. La maison avait changé. Ou peut-être était-ce elle qui regardait autrement. Moins comme une prison d'attente, plus comme un lieu survivant, marqué par le temps et par la maladie, habité par un homme qui n'était plus l'amiral omnipotent d'autrefois. Il l'accueillit avec un sourire discret. « Entre »
J'ai fait du thé, pas très militaire, je sais. Elle sourit malgré elle. Le thé, c'est stratégique, je suppose. Seulement quand on est trop vieux pour le bourbon. Ils s'installèrent dans son bureau. Les murs n'avaient pas changé. Médailles, cartes, drapeaux encadrés. Mais il y avait maintenant un carnet ouvert sur la table. Un carnet rempli de notes manuscrites. Elle s'arrêta de marcher, surprise. « Tu écris ?» Il eut un petit rire fatigué. On dirait « Je réfléchis à l'avenir de certaines choses. » Les doctrines, les opérations ? Non, dit-il doucement, à l'avenir de l'armée que toi, ta génération, construira. Il lui tendit le carnet. Elle le feuilleta, lisant des phrases courtes, maladroites parfois, mais authentiques. Leadership évolutif, intégration, exemplarité. Changer sans casser, comprendre avant de réprimander. Elle s'arrêta sur une page où une ligne semblait plus appuyée. L'effort ne suffit plus. Il faut repenser la structure. Elle leva les yeux, émue. C'est un brouillon, coupa-t-il. Je voulais ton avis. Je n'ai jamais été doué pour admettre mes erreurs, mais je ne veux pas passer les années qu'il me reste à défendre un monde qui n'existe plus. Elle referma doucement le carnet. Je peux t'aider à l'améliorer. C'est ce que j'espérais, dit-il avec un regard tendre. Ils parlèrent longtemps, pas en amiral et officière, en père et fille, de ce qui pouvait être changé, de ce qui devait rester, de ce qui devait mourir. Elle proposa, il écouta, il reformula, elle corrigea. Et peu à peu, un document naquit. Pas un manifeste, mais une direction. Avant de partir, elle lui dit « Je crois que tu as commencé quelque chose d'important. » « Non, répondit-il. C'est toi qui l'as commencé, je ne fais que suivre. » Elle l'embrassa sur la tempe, un geste qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Sur la base, Maddox, lui, continua de travailler silencieusement sur sa candidature. Il parlait moins fort, se moquait moins vite, écoutait davantage. Ses camarades n'avaient pas changé, pas encore, mais lui, oui. Et parfois, une seule personne suffit à infléchir toute une trajectoire. Le jour où il posta son dossier, il croisa le regard de Duke en ville, au Rusted Campus. « T'as l'air différent », dit le barman. Maddox haussa les épaules. « J'essaie. » Duke lui servit un verre d'eau. « C'est un bon début. » Un matin, sur un quai humide d'Oceanside, Mara observa ses opérateurs embarqués pour un exercice maritime. L'air salé glissait autour d'elle comme un souvenir familier. Elle se tenait droite, calme, ancrée. Elle pensa à son père, à Maddox, à ce bar où tout avait commencé, et à la phrase qui revenait toujours « Le respect se gagne par la discipline, et la discipline commence par le courage de changer. » Elle inspira profondément. Le vent soulevait déjà les vagues. Et elle avançait, enfin, sans aucun poids sur ses épaules, seulement la direction qu'elle choisissait elle-même.